Le 14 novembre 2022 avait lieu à l'Amicale laïque du Cré-de-Roc une rencontre intitulée « Jeunes de quartier au-delà des stéréotypes ». Le collectif de recherche Pop Art était invité dans le cadre de la Biennale, Traces et du cycle de rencontres Quartier populaire, quartier politique. Des jeunes des MJC de Saint-Étienne et de Rive-de-Gier étaient présents pour poser des questions aux chercheuses Hélène Hatzfeld et Anaïs Puren. Cette émission retranscrit une partie des échanges. Elle fait suite à une écoute collective du podcast « Ça veut dire quoi être jeune de quartier ?» que vous pouvez écouter sur radiotilleul.org. Mes ancêtres, tuer mes ancêtres, utilise mes certes, mais pas persécutés qu'à moitié. Je pense aux grands-pères, mes frères des aides qui, dans la scène par centaines, se sont fait noyer. Je ne veux pas que le noyau, non. Je veux le noyer de bruit quand on trafique leur boyau, mais personne ne doit aboyer. Alors un seul but, combattre pour enfin avoir une justice. RAF, de faire la ruguée si c'est pour stopper les supplices. Ma haine s'agrandit car le feu s'attise. Là-bas ça fume, ici ça finit sous tise. Rien que là-bas ça débranche les prises. Bon, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre ? Bah oui, moi j'ai trouvé que c'était top ce podcast et qu'on retrouve plein de thèmes qu'on a travaillé pendant 2-3 ans. 3 ans avec les jeunes, des jeunes de différents quartiers de Paris et puis de sa banlieue. Et bah, y a plein de choses en commun sur voilà, comment on se définit. Est-ce que c'est par le type d'habitat social, la classe sociale? Est-ce que c'est la tenue vestimentaire? Est-ce que voilà, il y a vraiment plein de thèmes qui font écho. Donc il y a d'abord la manière dont on se définit soi, en positif, on pourrait dire. Et puis après, il y a aussi la manière dont les institutions, par exemple, regardent les jeunes qui habitent dans des quartiers populaires, notamment le rôle de la police. On en parlera, je pense, plus tard. Et donc voilà, comment est-ce qu'on trouve son chemin entre ces définitions positives de voilà, les quartiers, c'est aussi des quartiers où il y a beaucoup de solidarité, où il y a beaucoup on se connaît depuis longtemps. Donc comment est-ce qu'on arrive à se définir entre ces définitions négatives et puis ces définitions positives? J'ajouterais juste une chose. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le podcast, c'est que justement vous mettez en question l'appellation jeune de quartier. Or, nous, on l'a reprise pour le titre du livre, tout en ajoutant, ce qui me semble extrêmement important, le pouvoir des mots. Et vous déconstruisez justement cette appellation jeune de quartier, parce qu'elle assigne à des images, des stéréotypes, des clichés, ce qui serait une partie de la population qui est en fait très semblable au reste de la population en France et qui veut être reconnue comme telle, vivant parmi la population française, quelles que soient par ailleurs ses origines. Voilà, j'ai trouvé très intéressant que vous fassiez cette réflexion sur cette notion de jeune de quartier. Peut-être que vous n'êtes pas jeune de quartier, mais pourquoi vous avez choisi ce thème de recherche ? Alors non, moi je suis pas jeune de quartier, je suis pas jeune tout court déjà, mais je pourrais me définir un peu comme sociologue de quartier. Je travaille à l'université de Lyon, puis l'université de Lyon, ça rassemble plein d'établissements. Et dans ces établissements-là, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école de l'aménagement durable des territoires. Donc ça forme des ingénieurs d'État qui vont travailler après pour le ministère de la Transition écologique. Et on est implanté à Vaux-en-Velin. Cette originalité, c'est d'être un campus en banlieue, où il y avait aussi l'école d'architecte où travaillait avant Hélène. Et du coup, au bout d'un moment, on a envie de sortir de cette espèce de bunker et puis d'aller voir ce qui se passe dans les quartiers autour. Puis on essaie aussi que les étudiants de l'école puissent découvrir un peu les habitants des quartiers populaires de Vaux-en-Velin. On dit que ça peut leur être utile pour avoir une vision plus juste de ce que les gens attendent. Votre recherche a abouti sur un livre, mais aussi un site internet avec des vidéos et des textes, et une pièce de théâtre. On va regarder un extrait. Ce qui est important pour moi, c'est de m'engager. Je sais que dans ma famille, il y a beaucoup d'associations où les gens s'engagent beaucoup.
Ils sont très solidaires, dans le sens où ceux qui vivent en France aident ceux qui sont restés au pays. Pour moi, l'engagement, ça commence en décembre 2018, avec le début du mouvement lycéen contre la nouvelle réforme du bac. Il y a beaucoup de choses qui se font dans les quartiers, comme les maraudes. Pour ce genre de truc, il n'y a pas d'association. Nous, en fait, on est dans un même état d'esprit avec plusieurs jeunes que je côtoie. On n'est pas politique, on n'est pas forcément organisé. Les maraudes, c'est un groupe WhatsApp. Je ne suis plus jeune, mais le sentiment de révolte qu'on retrouve aujourd'hui chez les Gilets jaunes, c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais lycéenne et étudiante, et que j'associais beaucoup au monde des étudiants. L'âge de la révolte. Ça veut dire quoi faire une recherche participative? À quoi ça sert une recherche comme celle-ci? Je ne sais pas si vous avez vu là dans le petit teaser de la pièce de théâtre, on a à un moment, il y a des chercheurs qui sont un peu en grappe autour des jeunes et on a l'impression vraiment que c'est un peu des prédateurs. C'est assez proche de l'image qu'on a des journalistes, par exemple, très intrusifs. Voilà, on va poser des questions très, très personnelles, aussi un petit peu en surplomb, qui utilisent des mots compliqués. Et justement, ce qu'on a voulu faire avec cette recherche participative, c'est mettre un peu plus tout le monde sur un pied d'égalité et vraiment travailler ensemble, produire ensemble sur la longue durée, voilà, autour de ces questions de stéréotypes sur les jeunes de quartier, autour de l'idée que les jeunes sont souvent dépossédés de leur image et nous on a voulu partir à l'inverse de leurs expériences pour les aider à pouvoir agir sur ces représentations et montrer toute la diversité des parcours, des trajectoires. Et c'était vraiment une motivation importante pour la plupart des jeunes qui se sont engagés dans la recherche. Donc la plupart des jeunes, au total, c'est 120 jeunes. Donc c'est pas du tout les comédiens, là ce qu'on voit dans la pièce de théâtre, c'est vraiment des comédiens, c'est pas du tout les jeunes avec qui on a travaillé. Donc d'âge assez varié, ils avaient entre 15 et 34 ans, donc on a une définition assez élastique, extensive de la jeunesse, à peu près moitié filles, moitié garçons, donc en majorité issus de classes populaires et puis de familles immigrées, avec des statuts différents. Il y avait des lycéens, des étudiants, des jeunes qui travaillaient, des jeunes qui cherchaient des emplois. Alors comment est-ce qu'on a fait ? On a fait des ateliers pendant 7-8 mois avec eux, une dizaine d'ateliers où on a travaillé sur des thèmes comme petite histoire, grande histoire, sur les trajectoires familiales, bref, les rapports filles-garçons, tout un ensemble de thèmes. Et à l'issue de ces ateliers-là, les jeunes ont réalisé chacun une vidéo sur un thème ou un lieu qui les intéressait. Donc on va en voir une ou deux tout à l'heure. Et ensuite, à la fin, une fois qu'on les connaissait vraiment bien, on a fait des entretiens individuels à partir des thèmes qui étaient un peu ressortis des ateliers. Et puis, à la fin, on a mis tout ça en commun. On a fait se rencontrer les 120 jeunes pendant 2 week-ends. Et avec eux, on a travaillé sur un choix de mots qui leur semblait important à mettre en avant. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas s'il y a maraude d'ailleurs. Bref, en tout cas, kebab ou d'autres thèmes. Voilà, on les a travaillés ensemble et c'est devenu les entrées de l'abécédaire, donc le livre dont on vous parle aujourd'hui. Et donc ce livre, il est fait de tout ce matériau-là, des entretiens, des observations d'ateliers, les vidéos et aussi des textes que les jeunes ont écrits. Voilà. Votre livre fonctionne par mots-clés. On a choisi d'en aborder 3 ce soir. La police, la politique et l'avenir. Mais ça peine, suis-je le seul à la partager? C'est la guerre, mais ça peine, suis-je le seul à la partager? Prêt à le faire, prendre le fer, si c'est pour avoir la paix après. Prêt à le faire, prendre le fer, si c'est pour avoir la paix après. Qu'est-ce que les jeunes que vous avez rencontrés disent de la police? Alors en fait,
que ce soit dans le podcast qu'on a entendu au tout début ou bien dans la vidéo, là, on a l'impression qu'il y a vraiment une omniprésence de la police, que c'est quelque chose de très important dans les quartiers, et puis que voilà, il y a l'image des contrôles aux faciès, des abus, des violences, d'une police qui n'est pas là pour protéger. Et bizarrement, dans les entretiens qu'on a fait avec les 120 jeunes en région parisienne, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça, ce qui nous a vraiment beaucoup surpris. On a à peu près la moitié des jeunes qui disent que la police est là pour protéger, et l'autre moitié qui dit que c'est une force d'oppression. Du coup, on s'est demandé pourquoi, parce que en général, on sait que, comme je disais, l'image de la police est quand même largement négative dans les quartiers, et pourquoi il n'y avait pas ce rejet généralisé. Donc on s'est dit que ça pouvait être peut-être une question d'âge, une question de genre. On sait que les garçons sont plus contrôlés que les filles, ou peut-être même du fait c'est tellement banal de se faire contrôler ou de se faire violenter que à force, on intériorise, et puis on n'a même plus envie de critiquer. On va plus se formaliser. Et en fait, on a tripatouillé notre matériau dans tous les sens. Et ce qu'on a remarqué, c'est que en fait, c'est surtout le type d'expérience qu'ils ont pu avoir avec la police qui va faire une différence. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'expérience du tout, qui se sont jamais fait contrôler, ou alors qui ont eu une expérience positive, par exemple, ça peut arriver, on va au commissariat puis on est bien reçu. Ces jeunes-là, eux, vont avoir l'image de policiers qui font leur travail, qui sont là pour protéger les gens. Et puis à l'inverse, ceux qui ont vécu des provocations, des humiliations, des contrôles à répétition, eux vont avoir une image qui est beaucoup plus négative, avec l'idée que la police c'est plus un problème qu'une solution. Et voilà, donc en fait, ce que ça montre, c'est que l'image de la police, elle est très variable en fonction des relations concrètes qu'on a pu avoir, et ça va jouer vraiment sur la manière dont on appréhende la police. Est-ce que les jeunes que vous avez rencontrés imaginent un monde sans police ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que alors aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ces entretiens ont été faits bien avant la mort de George Floyd, bien avant les manifestations contre les violences policières. Et moi, je pense que cette idée d'un monde sans police, elle est arrivée beaucoup avec ces mobilisations-là. Et comme c'était antérieur, c'est pas quelque chose qu'ils avaient incorporé. Et je crois qu'il y en a aucun qui nous a parlé de cette idée-là. Ça se fait du tort trop hardcore que des cordons, des corvales, les morts sans remords, rien. Normal, t'as pas le mort, pas encore tous ces ports, assez farbolés, l'or sans effort, rien. Normal, c'est la chorale, ça commence en querelle, ça finit par une balle en tête. Il nous faut la morale, oublie que la mort, elle est bien utilisée par eux pour être faite dans le... On dit souvent que les jeunes de quartier ne votent pas, ne sont pas politisés. Est-ce que vous avez observé des choses qui contredisent ce stéréotype ? Oui, tout à fait. L'idée que les jeunes de quartier, on va les appeler comme ça, sont apolitiques est en fait une idée très largement fausse. Alors, dans les observations qu'on a faites, en gros, on a vu 3 groupes de jeunes à travers les entretiens qu'on a réalisés. Il y a ceux qui, manifestement, n'ont pas un vrai intérêt pour les questions politiques, ils ne connaissent pas, par exemple, le nom du maire. Et puis, il y a ceux qui sont, au contraire, très politisés, enfin, en tout cas, très intéressés. Pour eux, la politique, c'est de changer le monde qui les entoure. Et on verra qu'ils peuvent s'engager, donc, on verra tout à l'heure. Et puis, il y a les indécis. Les indécis sont intéressants aussi parce que justement, ce qu'ils nous disent, c'est je suis incompétent. Je n'ai pas les compétences pour faire de la politique, et surtout, je suis illégitime. J'ai pas fait les études pour ça, j'ai pas les ressources, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les réseaux. Voilà. Donc ça, c'est ces 3 groupes. Mais plus globalement,
ces jeunes partagent un certain nombre de convictions et de réflexions, et c'est ça qui me semble pouvoir être dit, que justement, au fond, il y a une vraie réflexion politique chez eux. D'abord, ils ont une conscience aiguë des inégalités sociales, des discriminations. Et ça, on le voit très bien, aussi bien dans votre podcast que dans les vidéos qu'ils ont réalisées. D'autre part, ils ont la conviction que les élus, de manière générale, ne connaissent pas les problèmes. Ils ne connaissent pas les problèmes qu'ils vivent dans les quartiers, dans leurs familles, etc., dans leurs études. Ils ne les connaissent pas vraiment. Et ils ont également la conscience qu'il y a des barrières. Il y a des barrières qui sont celles du niveau d'études auxquelles ils pourront réaliser, auxquels ils pourront atteindre par rapport à ce qu'ils voudraient eux-mêmes réaliser. Et d'autre part, ils ont une conscience aussi justement de ces discriminations sociales et aussi, il faut bien le dire, raciales. Donc ça, je pense que globalement, ça signifie qu'il n'y a pas d'apolitisme parmi ces jeunes. Il y a une vraie réflexion qui se traduit notamment par le fait que quelquefois, ils vont, par exemple, comme on le voit dans la vidéo sur la police, jeter des pierres, brûler des voitures, s'opposer. Alors, les médias diront volontiers, ça c'est des émeutes. Beaucoup d'hommes politiques disent pareil, c'est des émeutes. Et de tout ça, on a tiré une réflexion qui est de dire, non, nous, on ne dira pas que c'est des émeutes. Ce sont des révoltes. Il y a une différence dans les mots. Émeute, ça veut dire qu'on ne sait pas pourquoi, que c'est des violences et tout. Si on parle de révolte, ça veut dire qu'il y a effectivement le sentiment de quelque chose d'injuste contre lequel on se bat et on veut s'opposer. Comment vous expliquez que nous ne nous sentons pas représentés, que nous sommes méfiants de l'État? Oui, il y a un très très fort sentiment chez les jeunes qu'ils ne sont pas défendus par la classe politique en tant que d'une part jeunes. Si on regarde l'âge moyen de nos députés, encore mieux de nos sénateurs, on voit qu'il y a très très peu de jeunes, et ça tient aussi à l'âge auquel on peut être élu, etc. Ils ne sont pas non plus représentés en tant que gens de quartier, qui sont souvent hors des centres-villes, qui sont loin de toutes les aménités, toutes les choses agréables des centres-villes, etc. Et puis, ils ne sont pas représentés non plus en tant que jeunes, qui ont une couleur de peau qui peut être différente de celle du blanc français, etc. Et donc, là, il y a un vrai sentiment de ne pas être représenté, d'être discriminé sur ce plan-là. Ceci dit, il y a un intérêt quand même pour les modes de représentation et en particulier pour le vote. Nous avons été frappés par le fait que beaucoup de jeunes en entretien nous disent être intéressés par le fait de voter. Soit qu'ils ont voté, soit qu'ils discutent du vote dans leur famille, ou qu'ils vont voter s'ils n'avaient pas encore tout à fait atteint l'âge de 18 ans. Alors pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un droit civique. Et d'autre part, ils font allusion à leurs parents ou à leurs grands-parents qui soit n'ont pas le droit de vote ou ne l'ont pas eu parce que ils sont encore de nationalité française et non de l'Union européenne, puisque vous le savez, les personnes de l'Union européenne peuvent venir voter aux élections municipales ou européennes, mais pas les autres, pas ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, originaires de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Mais, alors, voter pour qui ? C'est toujours la question. Comme on était juste au lendemain de l'élection présidentielle de 2017,
on a vu trois choses. La première, c'est un certain intérêt pour Mélenchon, dont plusieurs jeunes ont dit « Ah oui, mais lui, il sait parler aux gens de quartier populaire ». La deuxième chose, c'est surtout pas Le Pen, parce que s'il y avait Le Pen, elle nous renverrait dans nos pays, alors que nous, on est français, on veut rester ici. Et puis alors, la troisième chose, c'est que, justement, un certain nombre de jeunes, très peu, mais enfin quand même, à peu près 7-8, ont voulu s'engager dans les élections municipales. Alors, je peux vous lire deux textes de jeunes, justement, qui ont voulu s'engager aux élections municipales. Donc un premier, c'est Ahmed, qui dit « On m'a proposé d'être sur une liste du Parti socialiste. En fait, moi, je suis pour la ville et je m'en fiche un peu du parti, parce que cela n'a pas grand impact à l'échelle locale. Je ne suis pas partisan d'un parti plus que d'un autre. Je suis partisan de la justice, de l'égalité et de la fraternité. Donc finalement, peu importe qui vous êtes, tant que vous faites les choses bien. J'ai accepté parce qu'ils avaient le meilleur programme, celui qui se rapprochait le plus de ce que je souhaite pour ma commune, pour ma ville, pour les habitants et pour moi aussi. Car on ne va pas se mentir, si on se met sur une liste, c'est pour les autres, mais c'est aussi pour soi, pour pouvoir être au courant de ce qui se passe dans la ville et changer. Ça, c'était donc un jeune homme. Et puis, donc, il y a aussi une jeune fille majeure, puisque là, il se présente aux élections municipales. Ahmed a été effectivement élu, et Djenaba, donc à Aubervilliers, qui a des motivations assez différentes. Lorsqu'on m'a contacté pour m'expliquer qu'une liste citoyenne se montait avec une tête de liste qui est une personne d'Aubervilliers, que je connais bien, une liste qui comprend beaucoup de jeunes engagés, qui ont fait beaucoup de choses pour Aubervilliers, que ce soit la mise en place du BAFA, que ce soit des animateurs, des grands quartiers qui ont participé à régler beaucoup de conflits, cela m'a plu. Ce n'était pas seulement parce que c'était un cousin d'un tel, le voisin d'une telle, ou parce qu'il était aussi à l'école avec ma sœur. C'est aussi parce qu'au niveau des diplômes, des métiers, des expériences politiques, ça suivait. C'était en cohérence avec ce qu'il proposait. Donc, quand on m'a demandé si je voulais faire partie de la liste, j'ai accepté volontiers. Surtout que ce qui se proposait par ailleurs sur Aubervilliers était médiocre. Il fallait quand même essayer de s'engager un maximum pour montrer que quand même des habitants sont là. D'après vous, il serait mieux pour nous de réclamer plus d'aide de l'État ou que l'on s'organise davantage sans lui ? Alors là, on aborde effectivement la question de l'engagement et des formes d'engagement qui peut y avoir. Alors, ce que nous avons remarqué, c'est que il n'y a pas avant tout attente d'aide de l'État, et que la volonté la plus profonde des jeunes qui s'engagent, c'est une forme d'autonomie. De compter sur ses propres forces, même si, comme on l'a vu, il y a un certain nombre d'associations qui peuvent les aider. Mais on n'attend pas avant tout une aide de l'État. On a l'impression qu'il y a une grande méfiance, une grande défiance vis-à-vis de tout ce qui peut être donné par l'État. Souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs que l'école leur a apporté tout ce qu'elle pouvait l'école républicaine leur apporter. Donc il y a d'une certaine manière une certaine tromperie de la part de l'État dans les promesses qui peuvent être faites par les élus. Donc plutôt compter sur ses propres forces, sur son propre pouvoir, d'agir ensemble plutôt que sur l'État. Je laisse la parole à Fatine pour le dernier thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui est celui de l'avenir.
La mort elle est bien utilisée par eux pour être belle. Dans le 2, mon la bataille, à croire que la paix n'est pas réelle. V'là les démons qui se taillent, seulement après récupère l'oseille. Laissant à feu et à sang des peuples entiers. Regarde l'Afrique, mais ton câble. Est-ce que pour les jeunes que vous avez rencontrés, l'avenir passe par le fait de quitter le quartier? Eh ben, pas nécessairement en fait. C'est très différent d'un jeune à l'autre. Donc, on en a effectivement interrogé un certain nombre qui pensent partir, qui pensent quitter le quartier, mais c'est surtout pour des raisons de travail. Avec souvent l'idée d'aller plus au soleil, d'aller dans le sud par exemple, ou pas mal aussi à l'étranger, donc dans une variété de pays, mais quand même plutôt des pays multiculturels. Donc ressortait quand même beaucoup la Grande-Bretagne et Dubaï, où ils se disent que ça va être peut-être plus facile de trouver du travail ou d'être accepté tel qu'on est. Et donc ça, c'est ceux qui veulent partir. Puis à l'inverse, il y a ceux qui veulent vraiment rester et qui vraiment valorisent leur espace de vie et qui, comme dans la petite vidéo avec les jeunes qui s'engagent pour trouver des stages aux autres, ils veulent rester dans le quartier pour aider les habitants. Donc c'est vraiment... c'est très clivé, quoi. Il n'y a pas une réponse unique. Est-ce qu'il est, d'après vous, plus difficile de se projeter dans l'avenir quand on habite dans un quartier populaire? Est-ce que c'est plus difficile en 2022 qu'avant? Se projeter dans l'avenir, non, ça n'est pas difficile. Il y a un imaginaire puissant parmi ces jeunes. D'abord, c'est toute la question de l'indépendance, je dirais. Vouloir compter sur ses propres forces, un petit peu comme je le disais déjà tout à l'heure, ne pas être soumis dans un emploi, être entrepreneur en fait, et de sa propre qualification, et de ses responsabilités. L'utilité également, avoir un métier utile. Que ce soit, il y a par exemple des jeunes qui veulent bien sûr être ingénieurs dans le bâtiment pour faire des bâtiments qui soient différents de ceux dans lesquels ils habitent. Ou bien aussi être dans le droit, alors ça fait partie de l'imaginaire, pour défendre des causes, être avocat, être juge, ça fait partie de cet imaginaire. Et puis comme le disait Anaïk, l'ailleurs. Aller dans d'autres pays, ailleurs. Alors, je vais vous lire très rapidement aussi, là, dans la rubrique Avenir, le mot Avenir, quelques éléments que nous ont écrits des jeunes dans les ateliers d'écriture que nous avons faits avec eux. Une jeune fille de 18 ans. Dans l'avenir, j'espère déjà que je serai mariée, avec un enfant peut-être. Et j'aimerais vraiment être directrice d'une unité commerciale. Ce serait moi qui dirais aux gens de faire ci, de faire ça. Enfin, qui dirigerait une équipe, quoi. Parce que j'aime bien parler avec les gens, partager des idées, entendre les idées de chacun. Du coup, je me vois manager, mais un vrai manager, pas une chef méchante. J'aime bien quand les choses sont carrées, que tout est préparé. J'aime bien, et c'est mon rêve. Un autre, 22 ans. Plus tard, moi, mon but, c'est vraiment faire du commerce. Dans une entreprise, faire de l'import-export et faire de l'argent, comme on dit. Pour moi, par exemple, le monde du salariat, avoir des horaires bien précis, obéir à des ordres bien précis, cela, je trouve ça parfois un peu compliqué. Plus tard, il faut que je sois cadre, en fait. Il faut que je sois mon propre patron. Donc, soit que j'ouvre une entreprise, soit que j'ai un poste sans des gens au-dessus de moi. À partir du moment où on est directeur, on peut se permettre plus de choses. Encore un petit échantillon, si vous voulez bien, si on a le temps. Oumi, 20 ans. Je suis passionnée par la cuisine et la pâtisserie.
Ce que j'aimerais en gros, c'est être responsable d'un restaurant. Par exemple, si j'ai un petit souci en pâtisserie, j'irai en pâtisserie aider mes employés. Et s'il y a un souci en salle, en restauration, j'irai les aider en salle. Nadia, maintenant, mon rêve, ce serait d'être chef, d'être la chef. Mais mon rêve absolu, ce serait d'avoir un hôtel de luxe. J'aimerais vraiment avoir un hôtel de luxe et gérer tout, chaque étage, chaque personne. Je me vois mettre des gérants qui devront s'occuper d'autres gérants. J'aime bien. J'aimerais bien travailler dans l'hôtellerie. Mais ce qui m'attire, c'est que ce soit dans le secteur du luxe et que je sois la chef. Voilà, on a sélectionné quelques-uns de ces mots d'avenir qu'on avait trouvés vraiment superbes. Est-ce que les jeunes que vous avez rencontrés pensent leur avenir de manière différente si ce sont des garçons ou des filles? Non, il n'y a pas de différence. Là, Hélène lisait des extraits, c'était à la fois des garçons et des filles. Peut-être que en tout cas, moi j'avais fait les ateliers à Aubervilliers. Là où elles parlaient plus que les garçons, c'était sur les stratégies matrimoniales, sur à qui on peut se marier, à qui on ne peut pas se marier, et au fait d'être proactive dans ce choix-là pour aussi s'émanciper de sa famille tout en restant dans certaines règles. Mais après, dans les choix de carrière, ou dans les projections ou les choix d'études, on n'a pas vu vraiment de différence entre les garçons et les filles. On va maintenant faire tourner le micro et laisser la place aux questions du public. Vous et vos guerres de thèse, prêts à vous recouvrir de sang, à se faire la reggae pour 2-3 pièces entre coups, ça devrait être en bleu sang. Tous les tchécards pour un même vécu, attirés par les vices de la rue et la rancune. Mais on se rappelle pour Ziad et Bouna, toutes les cités n'ont fait qu'une. Allez gars, tu peux monter. Alors, selon les quartiers dans lesquels nous avons travaillé, puisqu'il y en avait 10 différents, nous avons cherché à nous appuyer sur justement des associations qui s'occupent de jeunes en général, pour leur demander de, entre guillemets, recruter un certain nombre de jeunes qui pouvaient être intéressés pour travailler de manière un peu approfondie et longue avec nous. Il y a eu des ateliers dont Anaïk a parlé, qui avait lieu selon les quartiers, soit toutes les semaines, soit, moi j'étais plutôt à Clichy-sous-Bois, et c'était tous les mois, plutôt. Il y a eu une confiance qui s'est créée peu à peu, parce que on est parti de leurs expériences de la ville. On a fait des balades urbaines qui étaient déterminées par eux-mêmes. Ils nous emmenaient voir ce qu'ils voulaient nous montrer. On a travaillé sur des images de la ville qu'ils avaient apportées, qu'on avait échangées sur Internet, etc. Donc peu à peu, on a créé cette confiance. Et puis, il y a eu un moment où on les a rassemblés, les 120, dans une école d'architecture, l'école d'architecture de Paris-la-Villette, et on a discuté, c'était la première rencontre entre eux, et on leur avait demandé de préparer une sorte de quiz de portrait chinois de leur quartier pour faire deviner aux autres qui ils étaient. Alors ça a créé beaucoup d'interconnaissances parce qu'on a vu aussi justement des stéréotypes des uns ou des autres qui arrivaient. Le quartier qui était plus violent, le quartier où il pouvait y avoir des trafics, le quartier, etc. Et donc ça a été une première image aussi façon de faire interconnaissance. La recherche s'est construite avec eux, de façon certes différente et selon les quartiers, et de façon plus ou moins prolongée. Par exemple, aujourd'hui, moi, à Clichy-sous-Bois, je prolonge cette première recherche par une autre sur l'association Assez le Feu, qui a été créée après les révoltes sociales de 2005 et qui existe toujours. Donc je travaille avec de nouveaux jeunes, encadrés en partie par des anciens jeunes, ceux de la recherche participative, le pouvoir des mots, sur cette histoire pour la transmettre d'Assez le Feu et des luttes en général des quartiers populaires, y compris ce qui s'était passé avant,
les travailleurs immigrés des années 70 et toutes les grèves dans les entreprises, la marche de 1983, etc., etc. Voilà. Le livre lui-même a été dans l'ensemble très très bien reçu parce qu'ils y ont vu leurs propres mots. Les textes sur lesquels ils avaient travaillé, qui sont repris, anonymisés la plupart du temps, lorsqu'ils l'avaient demandé. Et la pièce de théâtre a également reçu un excellent accueil, parce que justement, ils s'y retrouvaient, et qu'il y avait un certain humour qui avait été ajouté par le fait que les mots des chercheurs ou les mots des journalistes étaient là mis en scène d'une manière ironique, moqueuse, qui était aussi tout à fait méritée pour justement éviter le surplomb des chercheurs sachant tout. Comme je disais aussi, ce qui a fait qu'il y a eu cohésion et qu'on tendait quand même vers un groupe, ville par ville, c'était le fait que les jeunes et les chercheurs partageaient le même objectif, qui était vraiment de dépasser ces stéréotypes. Pour les jeunes, c'était vraiment le motif de leur engagement. Et puis, il y a eu un deuxième élément, qui est que les jeunes ont été rémunérés pour leur participation aux ateliers. Et c'était une manière de reconnaître leur expertise, leur connaissance de la ville. Donc, ils l'ont su plutôt une fois qu'ils étaient déjà engagés. Le but, c'était pas d'avoir, d'avoir des gens qui faisaient ça juste pour avoir un peu de sous. Mais ça a été un élément qui a été important pour un peu casser les asymétries, parce que nous, on est payés pour faire de la recherche. Et eux aussi, ils étaient payés pour ça. Et juste pour la blague, ça a été peut-être, de mon point de vue, un truc qui a un peu crispé à un moment, parce que le CNRS, c'est une grosse administration, et les délais de paiement, tous les chercheurs savent que c'est super long. Et quand les jeunes, ils s'étaient déjà dit, moi je vais payer un bout de mon permis avec ça, et quand ils ont vu les délais bureaucratiques incroyables, là, on les a un petit peu perdus brièvement. Et donc avec ça, ils ont soit ça dépend des villes, ils ont décidé, soit ils gardaient la rémunération individuelle, ou ils mettaient ça dans un pot commun. C'était une rémunération collective, et ça a été un bout de subvention pour ceux qui ont voulu faire un voyage au Canada. En train de couler, pose mon frère, l'arme à terre et laisse juste le temps s'écouler. Pose mon frère, l'arme à terre et laisse juste le temps s'écouler. Ça se fait du tort trop hardcore que des cordons, des cordes là les morts sans remords. Normal, t'as pas le mort, doit encore tous ces bords, c'est farboler l'or sans effort. Normal, rester la chorale, ça commence en querelle, ça finit par une balle en tête. Il nous faut la morale, oublie que la mort elle est bien utilisée par eux pour être faite. Dans le deux, pour la bataille, faut croire que la peine n'est pas réelle. Va les démons qui se taillent seulement après récupère l'oseille, laissant à feu et à sang des peuples entiers. Regarde l'Afrique, mais tant qu'il y a là les présents, aucun regret, mais y a le fric qui se mord.